Le troisième forum Africalia a ouvert ses portes ce matin. Une rencontre de 72 heures pour 448 entreprises venues du monde entier. Magistrats et avocats sont réunis depuis hier à Ouagadougou. Au centre de cette rencontre, le pourvoi en cassation, la recevabilité et le droit social. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Voici le 13h15 de la télévision nationale du Burkina Faso. Tout d'abord, audience du Premier ministre, M. Hicham Mohamed Nagui Abdelhamid, ambassadeur d'Égypte dans notre pays, était hier soir chez Benyon-Luc Adolphe Tiao. Au menu des échanges, des questions de politique intérieure en Égypte et au Burkina Faso. L'ambassadeur Hamid au micro de Lazare Pouya à sa sortie d'audience. Nos discussions ont porté sur les relations bilatérales, les relations au plan international et la coopération. Sur le plan national, nos discussions ont porté essentiellement sur les questions nationales et nous voulions avoir une idée et l'opinion de la partie burkinabé sur ce qui prévaut au plan national. Et donc le Premier ministre nous a fait un briefing sur la situation. Les relations entre les deux pays sont excellentes. Donc nous avons passé en revue les accords déjà signés dans le domaine de la coopération, l'accord cadre. Et puis ouverture ce matin en présence du Premier ministre M. Benyon-Luc Adolphe Tiao de la 3e édition du Forum Africalia. Ce forum qui va durer 72 heures regroupe des entreprises de tous les continents. Frédéric Etienne Bassenga pour le récit. Africalia 3e édition a démarré sous de bons auspices. Sur 400 entreprises attendues, 448 venues de tous les continents ont honoré de leur présence cette édition 2014. Plateforme d'affaires qui s'est donnée pour mission d'être un maillon fort dans l'éclosion du tissu économique africain, Africalia sera durant 3 jours le catalyseur de la naissance de nouveaux partenariats multiformes entre de nombreuses entreprises. Ce salon B2B que nous avons initié et qui vise à mettre en contact, en communion, en relation d'affaires des entrepreneurs, des entreprises éparpillées à travers le monde a véritablement pris. Lorsque nous regardons la participation, la France est venue avec plus de 90 personnes, la Tunisie plus de 70 personnes, la Côte d'Ivoire toute la quarantaine. Ça veut dire que ce salon donc répond effectivement aux objectifs pour lesquels il a été créé. Mais c'est pour nous aussi une fierté parce que ça veut dire que le Burkina inspire confiance à l'extérieur. Et il est important que nous puissions maintenir donc cette image parce que vu notre position géographique, nous pouvons devenir une véritable plateforme qui permettrait à des investisseurs qui peuvent se baser au Burkina Faso et se déployer dans la sous-région. Et c'est l'objectif que nous visons de plus en plus. Cette année, en plus des pays francophones qui sont présents depuis la première édition, les pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest sont également de la partie. Une donne qui satisfait les premiers responsables d'Africalia qui veulent que toutes les expériences africaines en termes d'entreprise et qui se sont retrouvées à Ouagadougou puissent profiter aux entreprises burkinabées. Au niveau de notre sous-région, nous avons réussi à attirer l'attention du Ghana et du Nigeria pour qu'ils comprennent que ce n'est pas seulement l'affaire des francophones, c'est l'affaire de toute notre union. Comme je vous ai dit, l'UMOA c'est 80 millions de consommateurs, mais la CEDEAO c'est plus de 300 millions de consommateurs. Donc pour les investisseurs c'est extrêmement important. Il y a aussi la présence pour la première fois de l'Afrique du Sud, des deux Congos. Vous avez la RD Congo et le Congo-Brazzaville. Et le 3e forum, c'est celui de la maturité. Et nous sommes fiers de voir qu'on a pratiquement triplé le nombre de participants par rapport au premier forum de 2010. Dès aujourd'hui, les B2B entre entreprises vont démarrer. Les entreprises auront également droit à des ateliers sur les opportunités du futur aéroport de Doncin et sur le potentiel de Bagré en matière d'affaires. Africalia 2014, ça sera aussi les déjeuners et les soirées gala qui serviront à nouer de nouvelles relations d'affaires. Les visites de travail des députés membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains se poursuivent dans les régions du centre-nord et du Sahel. Les étapes de Kaya et de Dori ont permis aux députés de voir le fonctionnement de l'appareil judiciaire dans ces régions de notre pays. Constat de Anatole Nakoulman et de Ibrahim Gikma. Les juridictions de Kaya et celles de Dori sont voisines, leurs difficultés aussi, à quelques exceptions près.
Dans le centre-nord, c'est l'interférence des fétiches ou des tincés, cette sorte de justice traditionnelle qui grippe la machine judiciaire, tandis que dans le Sahel, c'est le non-acheminement des convocations et le manque de collaboration des populations qui constituent un casse-tête pour les praticiens du droit. La juridiction couvre 3 provinces, le Yaga et le Dalan, qui ne sont pas des provinces facilement accessibles. Le centre-nord, c'est très récurrent. D'abord, il y a le port des fétiches là. Il y a le port des fétiches, il y a le port des morts, des cadavres, pour aller désigner qui a tué. C'est fréquent. Voilà. Et comme la loi est lacunaire dans ce domaine, le code pénal, on a aussi des difficultés. La délégation parlementaire note que les groupements de gendarmerie dans ces 2 localités manquent désespérément de quoi prendre en charge les gardés à vue et des moyens de locomotion pour leur transfèrement dans les maisons d'arrêt. Là encore, les problèmes d'hygiène et d'assainissement sautent à l'œil, comme ici à Kaya, avec des cellules qui regorgent souvent plus de 2 fois leur capacité de détention. Même si l'érection de nouveaux bâtiments au profit des directions régionales de police du centre-nord et du Sahel augure des lendemains meilleurs pour la police, il n'en demeure pas moins que les parcs automobiles sont partout presque vides et les effectifs insuffisants. L'étape Kaya-Dori est le terminus de cette mission sur les juridictions des régions concernées et les députés en tirent toutes les leçons. Les acteurs dans ces différents secteurs, malgré la petitesse de leurs moyens, ne sont pas découragés. Ce sont des hommes et des femmes qui se battent au quotidien pour faire leur travail dans la dignité et dans l'intérêt aussi des populations. C'est une mission qui a été très intéressante pour nous parce que ça nous a permis de toucher au doigt les difficultés réelles. Parce que l'une des choses est d'améliorer la qualité de la loi, mais l'autre chose qui est du reste la plus importante, c'est de voir comment est-ce que la loi est exécutée et quelles sont les contraintes à l'application de la loi. Ce sont des échanges à bâtons rompus et sans tabou qui ont prévalu tout au long de cette mission. Et dans ce langage de vérité, les députés, eux aussi, en ont eu souvent pour leur gouverne. Les praticiens du droit l'ont dit, certains des élus s'illustreraient dans l'ingérence ou l'intervention dans l'exécution des décisions de justice. Et ça aussi, c'est une autre équation à résoudre. Le pourvoi en cassation, la recevabilité et le droit social. Ce sont ces thèmes qui réunissent à Ouagadougou des magistrats et des avocats. Le séminaire qui a débuté hier va prendre fin demain, 28 février. L'objectif recherché, la performance dans les différentes juridictions. Reportage de Evelyne Dabiré. Le pourvoi en cassation est le dernier recours auquel un plaignant a droit lorsqu'il n'a pas eu satisfaction au niveau des juridictions inférieures. Et ce sont les difficultés liées à la procédure du pourvoi et le nombre élevé de requêtes déclarées irrécevables, soit 1/3 des dossiers reçus, qui ont été à la base de ce séminaire. Des dossiers déclarés irrécevables pour vice de forme et qui portent préjudice aux plaignants. Dès lors qu'un pourvoi est déclaré irrecevable, ça empêche la juridiction de se pencher sur le fond même de l'affaire. Et ça porte préjudice forcément aux parties qui nous ont saisis et qui voient leur affaire non examinée sur le fond du dossier, alors que c'est vraiment le dernier recours. Et c'est pour réparer cet tort que la Cour de cassation, initiatrice du séminaire, veut permettre aux 3 chambres civiles, sociales et commerciales d'échanger sur les questions du pourvoi en cassation et du droit social, second thème de ce séminaire. Dans notre pays, au moment des ajustements structurels par la Banque mondiale, dans les années 90, il y a eu beaucoup de déflatés, il y a eu beaucoup de licenciements, il y a eu beaucoup de fermetures d'entreprises. Donc, il y a une jurisprudence sur le droit du licenciement, sur les procédures collectives, c'est-à-dire les fermetures d'entreprises qui ont beaucoup évolué. Mais après ça, il y a eu le code du travail qui a été fait, qui a été modifié. Et autour de ces modifications, autour de cette jurisprudence, il est bon de faire un point. Ce 26 février, les séminaristes qui sont les magistrats, les avocats, les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel se pencheront sur la question de la recevabilité lors du pourvoi en cassation.
Puis les 27 et 28, le séminaire va se déporter à Kombisiri pour aborder le second thème qui est le droit social. Les membres de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso se sont rencontrés le 3 février dernier. Au menu de cette rencontre, le bilan de la saison cotonnière écoulée. Amadou Lougué revient sur ce séminaire. Une minute de silence à la mémoire des producteurs décédés au cours de l'année 2013. Nous sommes au siège de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Cette rencontre a permis aux membres de dresser le bilan de l'année écoulée en termes de production cotonnière, un bilan jugé satisfaisant selon le premier responsable de l'Union. En 2011, l'UNPCB a traversé une forte crise au sein de la filière. Et cette année, d'abord, on peut dire les acquis, c'est la cohésion et l'entente au sein de l'UNPCB. La deuxième chose que je peux dire, c'est cette entente, la cohésion, s'est traduite aussi au niveau de l'équipe technique. On a senti que l'équipe technique, véritablement, ont fait un travail énorme. Nous, on ne pouvait pas qualifier le travail de l'équipe technique, mais vu les partenaires techniques et financiers qui appuient l'UNPCB, c'est par eux vraiment qui ont apprécié l'équipe technique de l'UNPCB. Donc ça aussi c'est des acquis parce que nous avons passé l'année 2013 vraiment avec de très bons résultats. Plus concrètement, c'est plus de 630 000 tonnes de coton graines qui ont été produites en 2013 par l'UNPCB. Et pour la saison cotonnière à venir, l'Union vise une production de 730 000 tonnes. Approvisionnement en eau potable des populations de Tenkodgo, les habitants du secteur 6 de cette localité font face à une pénurie qui ralentit considérablement les activités de ces populations, constat de Yolande Lompo. Située à une cinquantaine de kilomètres du barrage hydroélectrique de Bagré, la ville de Tenkodgo dans le centre-est connaît pourtant des pénuries d'eau. Et ce sont les habitants du secteur 6 de la cité de Nabazungrana qui en souffrent le plus. Dans la journée, il n'y a pas assez d'eau. C'est dans les fontaines là même on trouve de l'eau. Ils amènent les factures seulement quand on veut parler, ils ne nous disent rien. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. Dans beaucoup de familles, ils ont demandé à l'ONEA d'enlever les compteurs. Il y a beaucoup qui ont déjà enlevé les compteurs. Depuis 2 jours, ils vont faire semblant d'amener l'eau en tout cas. Souvent, bon, ça vient et ça repart. Sincèrement, on n'est pas sûr que ça va rester. On n'est pas loin de bas. C'est ça le problème, on ne comprend pas pourquoi. Pour l'heure, la barrique d'eau achetée à 60 francs est revendue entre 200 et 300 francs CFA et Odette Zabsonré, gérante d'une des bonnes fontaines, nous confie qu'elle est souvent obligée de veiller pour pouvoir ravitailler ses clients. Lorsqu'il y a coupure d'eau, je suis obligée de revenir entre 1h et 2h du matin pour ravitailler mes clients. Et vers 7h, l'eau se coupe à nouveau et là, je rentre me reposer. Et ce client que nous avons rencontré sur place à l'ONEA dit être déjà passé pour mieux cerner le problème. Souvent, les renseignants ils disent que c'est la répartition, qu'il n'y a pas assez d'eau, qu'ils répartissent ça par secteur. Carrefour frontalier, cette région qui regorge d'énormes potentialités agricoles, piscicoles, touristiques et économiques, gagnerait à être connectée à Bagré pour une meilleure alimentation en eau, car ne dit-on pas que l'eau, c'est la vie. Religion à présent, le cardinal Philippe Ouédraogo a prié ce 25 février à la basilique de Sainte-Marie du Temps-Tévert, ami de Santé-Didio. Une prière du soir avec les membres de la communauté et du cardinal Jean-Pierre Courtois de la Côte d'Ivoire. Le récit de Mathias Drabo et de Viviane Tiendrebeo. Ce mois de février 2014, les cardinaux Philippe Ouédraogo et Jean-Pierre Courtois sont venus à Rome, non pas pour la traditionnelle rencontre des évêques autour de la communauté de Sant'Egidio, mais pour le consistoire. L'un et l'autre sont amis de cette organisation catholique fondée en 1968 à Rome. Sant'Egidio s'implique énormément pour vivre l'évangile à fond et contribuer à ce que règne dans le monde la paix, et il lutte aussi contre toutes les misères et les pauvretés de toutes sortes, que ce soit la pauvreté matérielle, l'isolement, les personnes âgées, les prisonniers, les enfants de la rue, voilà, toutes formes de pauvreté
sont prises en compte. On est en train de voir comment aller plus loin pour avoir une infrastructure capable d'accueillir les enfants de la rue, par exemple. Jumeaux dans le cardinalat, les deux amis de Sant'Egidio ont donc choisi de prendre part ensemble à la traditionnelle prière qui a lieu chaque soir, à l'exception du samedi, à 20h30 dans la basilique Sainte-Marie du Trastevere. Pour nous, c'est une énorme joie. Ce sont des frères, ce sont des amis qui ont participé depuis longtemps au cheminement de la communauté de Sant'Egidio dans son engagement pour la paix, pour le développement et pour l'évangélisation des hommes. Nous avons senti tout le soutien de l'archevêque Filippo Ouédraogo à notre travail, mais aussi nous avons compris avec lui, à travers lui, l'importance du dialogue interreligieux. Et Sant'Egidio et l'archevêque sont beaucoup engagés dans ce cheminement de dialogue. L'histoire retient que cette église est certainement la première dédiée à la Vierge Marie. Sa construction, qui a débuté en 217, s'est achevée en 352. Sa dernière grande restauration date de 1870. La place de la médecine traditionnelle dans le système sanitaire de notre pays en discussion à Ouagadougou. Sur initiative de l'OMS et l'Agence canadienne de développement international, cette rencontre va passer en revue les actions menées dans ce domaine. Reportage de Maxime Zongo. Malgré de nombreux efforts déployés pour venir à bout du paludisme, celui-ci demeure un problème de santé publique. C'est ainsi que la tendance est l'implication effective et rationnelle de la médecine traditionnelle dans la prévention et la lutte contre la maladie. Afin de potentialiser les atouts de cette médecine africaine, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et l'Agence canadienne de développement international, ACDI, ont conjugué leurs efforts pour le renforcement du système. C'est pour donc permettre à ces praticiens de relever le défi que cette rencontre de Ouagadougou a été initiée. Cela fait déjà une bonne quinzaine d'années que l'OMS essaye de promouvoir la médecine traditionnelle et de promouvoir sa contribution dans le développement des systèmes de santé dans les pays. Et c'est dans ce cadre qu'avec l'appui du gouvernement canadien, depuis 2002, il y a un projet qui est en cours pour essayer de renforcer la contribution de la médecine traditionnelle dans la lutte contre le paludisme. C'était important que nous puissions saisir cette opportunité, qui est un cadre d'échange entre praticiens, entre chercheurs et éminents acteurs intervenant dans le domaine de la médecine traditionnelle, de changer afin de voir qu'est-ce que nous pouvons encore faire davantage en matière de lutte contre le paludisme, notamment dans le volet prévention. La concertation a donc pour objet de passer en revue les progrès réalisés et promouvoir le partage des expériences nationales. L'ambition à terme, permettre à ces praticiens de la médecine traditionnelle de mieux comprendre et être en adéquation avec les politiques et stratégies nationales de santé. Revue annuelle du cadre sectoriel de dialogue du ministère de la Promotion de la Femme et du Genre. Les responsables sont en réunion pour l'adoption des résultats de 2013 et l'adoption d'un programme 2014-2017. Reportage de Eleonore Yerbanga. Dotation de groupements et associations féminines en équipement technologique, financement de projets de plus de 20 femmes sont entre autres les acquis engrangés par le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre par le biais du cadre stratégique de dialogue dans son volet genre et promotion de la femme. À ces résultats peuvent s'ajouter l'adoption en Conseil des ministres du programme Une femme, un acte de naissance et bien d'autres activités qui seront examinées au cours de la présente revue annuelle du cadre stratégique de dialogue. Ce cadre permet de faire le point de tout ce qui est fait par les départements ministériels et par les institutions de l'État et les organisations de la société civile dans le domaine de la promotion de la femme et du genre sur toute l'étendue du territoire. Également, les agents du ministère de la Promotion de la Femme et du Genre ainsi que leurs partenaires vont définir les axes prioritaires pour la période 2014-2017. Les femmes sont représentées dans tous les départements. Mais nous n'avons pas pu nous doter jusque-là d'un bon système de suivi et évaluation de l'ensemble des politiques publiques et des projets gouvernementaux pour rendre compte au fur et à mesure des résultats qui sont engrangés.
Donc nous mettons l'accent pour 2014 sur l'élaboration d'un dispositif de suivi et évaluation. Le cadre sectoriel de dialogue genre et promotion de la femme regroupe plusieurs départements ministériels, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations de la société civile. Un guide pratique pour l'apprentissage du français pour les élèves de CE1 et de CE2. Ce guide qui contient des cours et des exercices est le fruit de 19 ans de pratique de M. Yacouba Kone. Zalissa Sanfo présente ce document. 2 livres pour accompagner les élèves du CE1 et du CE2 dans l'apprentissage de la langue française. C'est ce que propose Yacouba Kone, une idée germée d'un constat de l'insuffisance de manuels d'accompagnement des enfants dans ce domaine. Dans ces livres, on retrouve des cours et des exercices d'appui, de quoi permettre aux élèves de s'auto-exercer. Le choix du français ici n'est pas fortuit. Lorsque dans un système francophone il éternue, toutes les autres disciplines sont enrhumées, dira-t-il. Le français contribue à la compréhension des autres matières. Puisque aujourd'hui, quand on parle de problèmes concrets, au secondaire et les enfants n'arrivent pas à se retrouver, ou bien le problème, même la résolution du problème des mathématiques, l'enfant n'arrive pas à se retrouver parce qu'il n'a pas compris le problème. Il faut comprendre le français pour pouvoir s'en sortir au niveau des autres matières. Même une question au niveau des disciplines et des exercices sensoriels, il faut que l'enfant comprenne d'abord le français, la question qu'on veut lui poser. Pour le ministère de l'enseignement de base, c'est une initiative salutaire. C'est un document qui va certainement aider nos enfants. Parce que le français étant la clé de la réussite à l'école, alors je pense que ce document-là, il ne peut qu'apporter un plus pour l'apprentissage de nos enfants. Je conseille aux enseignants d'utiliser ce document et de le mettre vraiment à profit de leurs élèves. Le français au CE1 et le français au CE2 sont vendus au prix de 2500 francs chacun dans toutes les librairies. Journée de solidarité avec les réfugiés. Les réfugiés maliens du camp de Sagnonyongo dans la commune rurale de Pabré ont reçu une assistance alimentaire le 25 février dernier en présence de Yolande Lompo. La collecte de fonds initiée lors de la journée de solidarité organisée le 27 juin 2013 en faveur des réfugiés maliens vivant au Burkina par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale en partenariat avec l'association Solidarité internationale pour le Mali a permis de totaliser plus de 13 millions de francs CFA et des dons en nature. Le camp de Sagnonyongo dans la commune rurale de Pabré est le premier à bénéficier de cette enveloppe financière qui servira à fournir une assistance alimentaire aux réfugiés et un soutien financier à leur comité directeur dans les différents camps officiels. D'une valeur de 1 850 000 francs CFA, ce don est essentiellement composé de t-shirts, de voiles et de 7 tonnes de petits milles. Notre vie meilleure, c'est le petit mille. On fait beaucoup de dons. Beaucoup de choses, beaucoup de nourriture, 3 ou 5 nourritures. Donc on l'apprécie très bien, c'est venu à un bon moment. Je souhaite à ce que les communautés internationales et les pays d'accueil nous cherchent à retrouver la paix dans notre pays définitif pour qu'on puisse rentrer. À travers les gestes que nous faisons, nous voulons leur témoigner notre fraternité et notre solidarité. Une partie de ces collectes ira également aux populations locales. Pour les populations autochtones, ce n'est pas toujours évident d'accueillir une communauté qui, du jour au lendemain, se retrouve vivant dans le même espace que vous. Donc nous devons également penser à ces populations qui ont fait montre de solidarité. Ces pas de danse sont la preuve que les deux peuples vivent en symbiose et que les réfugiés maliens sont bien intégrés dans cette commune. Et un plaidoyer est en train d'être mené afin de leur permettre de mener des activités génératrices de revenus en attendant leur retour au Mali. Voilà, ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable après-midi. On se retrouve demain à 13h pour d'autres informations.